Macabre mystère. Cet épisode est particulier. L'affaire que vous allez entendre est trop vaste pour tenir en un seul récit. L'épisode est donc divisé en 2 parties. Bonne écoute à vous. Nous sommes dans les Ardennes françaises, au début des années 1980. Les forêts sont épaisses et silencieuses. Elles avalent la lumière, étouffent les sons et créent un labyrinthe de routes étroites, de hameaux oubliés et de clairières désertes. L'hiver, la terre est humide et lourde. L'été, la chaleur colle aux pierres et aux feuilles. Le temps semble immobile, mais l'air est chargé d'un malaise diffus, palpable. Dans les villages, des murmures circulent. Des adolescentes disparaissent sans laisser de traces. Une fugue, un accident. Les gendarmes parlent de coïncidence, mais les familles savent. Elles sentent qu'une présence rôde, patiente et méthodique. Les familles recevront des lettres ou des appels anonymes, augmentant l'angoisse sans jamais fournir d'indices concrets. L'horreur n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, elle avance doucement, comme un souffle derrière la nuque ou un reflet dans un rétroviseur. Cet homme, discret, banal aux yeux de tous, est Michel Fourniret. Dans les Ardennes, il deviendra une légende noire, un ogre. À la fin des années 1970, Fourniret sort de prison après des agressions sexuelles. Marié, père, ils se font dans la normalité. Avant Monique Olivier, Fourniret a déjà été marié. Il a eu plusieurs enfants. Il est même devenu grand-père. Cette réalité dérange. Pendant que certaines familles cherchent désespérément leur fille disparue, lui participe à des repas de famille, assiste à des naissances, tient un rôle social parfaitement intégré. Cette double vie n'est pas accidentelle. Elle est compartimentée, avec une froideur presque administrative. Dans la sphère familiale, il apparaît réservé, autoritaire parfois, mais intégré. Il assiste aux repas, aux anniversaires, aux scènes ordinaires d'une vie domestique. Cette banalité est essentielle. C'est cette capacité à compartimenter qui rend son profil si déroutant. Un visage terne, des yeux gris, une routine banale. Et pourtant, dès 1987, les disparitions reprennent autour de Sedan et Charleville-Mézières. Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desrameaux, Bernadette Gauzet. Des jeunes filles, entre 12 et 22 ans, toutes vulnérables, souvent seules. Les victimes provenaient de plusieurs départements et même de Belgique, ce qui compliquait la mise en relation des dossiers pour les enquêteurs. Les gendarmes ne voient pas de motifs communs. Les affaires restent isolées, dispersées entre départements et même entre la France et la Belgique. Les familles supplient, les enquêteurs cherchent, mais le prédateur ne laisse aucune trace ni témoin fiable. La peur s'installe lentement. Les adolescentes sont mises en garde. Rentrez vite, rester en groupe, éviter les routes isolées. On raconte avoir vu une camionnette blanche rôder la nuit. Mais le visage du mal reste inconnu. Et chaque jour,
ce mal devient plus audacieux. Avant de devenir l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret a été un enfant. Michel Fourniret est né à Sedan dans les années 1940. La guerre est passée, mais dans sa maison, le froid et la dureté persistent. Son père impose l'ordre par la voix et le geste. Sa mère est distante. L'affection est rare. Des rapports psychiatriques ultérieurs soulignent qu'il a grandi dans un environnement où la discipline rigide et le manque d'affection ont contribué à son isolement et à la construction de comportements antisociaux. L'enfant se replie dans le silence. Il observe, se cache, évite les autres enfants. À l'adolescence, les premiers signes de trouble apparaissent: espionnage, vol, maltraitance animale. Il teste son pouvoir, mesure la frontière entre contrôle et violence. Sa sexualité se construit autour de la domination et de la pureté idéalisée. Il transforme les jeunes filles en objets, en trésors, comme il le confiera plus tard dans ses aveux. Les fissures sont là. Elles s'élargissent, creusant un vide que rien ne comblera. Et ce vide cherchera bientôt à se nourrir ailleurs. Pour Fourniret, la pureté n'est pas un mot abstrait. C'est une fixation. Il parle de jeunes filles comme de trésors intacts, d'innocence à posséder avant qu'elles ne disparaissent. Il développe l'idée que le monde corrompt les adolescentes et que lui interviendrait avant cette corruption. Il hiérarchise ses victimes selon leur âge, leur supposée virginité, leur vulnérabilité. Il planifie en fonction de ce critère. Dans ses aveux, il ne décrit pas seulement des actes, il décrit une quête de contrôle total sur un fantasme qu'il considère comme légitime dans son propre système moral déformé. Cette idéologie interne lui permet de rationaliser l'horreur. Il ne se voit pas comme un monstre, il se voit comme celui qui accomplit un projet. Et c'est précisément cette logique froide qui rend ses crimes encore plus inquiétants. À la sortie de prison, Michel Fourniret n'est plus seul. Son chemin croise celui de Monique Olivier, une femme qui, à première vue, semble fragile et effacée. Monique Olivier avait 27 ans lors de leur rencontre et était déjà mariée. Son insatisfaction personnelle la rendra disponible pour suivre Fourniret et participer activement à ses crimes. Leur rencontre n'est pas fortuite. Monique est déjà mariée, mais insatisfaite de sa vie, en quête de reconnaissance et d'attention. Fourniret, lui, porte un masque de normalité, mais derrière ce visage tranquille se cachent des pulsions et un projet macabre soigneusement élaboré. Les premiers échanges se font par lettres, puis en personne. Fourniret mesure alors l'attention et l'obéissance de Monique. Il comprend rapidement qu'elle est fascinée par son aura de mystère et par la force qu'il dégage. Elle se confie, parle de sa solitude et de ses frustrations, et lui écoute, analyse, manipule subtilement ses sentiments. Les lettres échangées sont documentées dans le procès et montrent comment Fourniret testait progressivement la loyauté de Monique et son adhésion à ses idées les plus troubles. En prison, Fourniret ne fait pas que séduire Monique. Il observe, il écoute, il collecte.
Un ancien codétenu lui parle d'un possible héritage détenu par son épouse. L'information reste dans un coin de sa tête. Quelques années plus tard, la femme de cet ancien détenu sera retrouvée morte. L'affaire mettra du temps à être reliée à Fourniret. Ce détail révèle autre chose. Il ne tue pas seulement pour satisfaire une obsession sexuelle. Il tue aussi par opportunité, par calcul, par intérêt. Le fantasme et l'avidité cohabitent. Leur relation se construit dans la lenteur, sans éclat visible. Fourniret ne cherche pas l'amour romantique. Il recherche la complice parfaite, celle qui accepterait ses obsessions et qui, peu à peu, deviendrait l'instrument de ses crimes. Monique, de son côté, trouve dans cette relation une forme d'exaltation. Elle se sent vue, choisie, indispensable. Peu à peu, son adhésion devient totale. Lorsque Monique se retrouve seule face à son mari, elle le manipule habilement pour s'éloigner, préparant ainsi son engagement avec Fourniret. Leur lien se transforme en pacte silencieux. Elle devient sa partenaire, son double féminin dans la traque de jeunes filles. Leur collaboration sera confirmée dans le procès par les aveux de Monique elle-même, qui admettra avoir conduit des victimes et aidé à préparer les crimes. À partir de ce moment, chaque interaction entre eux est une répétition du futur. Monique observe, attire, rassure, tandis que Fourniret planifie et frappe. Le duo se complète. Elle incarne la confiance, la douceur, l'innocence apparente. Lui, la menace froide et méthodique. Cette rencontre n'est donc pas un hasard. C'est le point de départ d'une mécanique redoutable, où deux solitudes se trouvent, se comprennent et se déforment mutuellement pour devenir l'un des couples criminels les plus meurtriers de France et de Belgique. Le profil psychologique établi par les experts qualifie ce duo de prédateurs organisés, où la complicité féminine amplifie l'efficacité du prédateur masculin. Mais ce projet ne se limite pas aux routes des Ardennes. Fourniret nourrit une obsession plus vaste. Il achète le château de Sautoux, situé à Donchery, isolé, entouré de bois, difficilement visible depuis la route. Des fouilles y seront menées des années plus tard. Des restes humains y seront retrouvés. Il parle de pureté, de trésors, de jeunes filles qu'il imagine préserver du monde avant de les détruire. Le château devient le décor de ce fantasme. Un lieu fermé, hors du regard, où son illusion de contrôle pourrait être totale. Derrière les murs épais, le projet prend forme. Ce n'est plus seulement un prédateur opportuniste. C'est un homme qui construit un sanctuaire pour son obsession. Mais une question demeure. Comment un homme sans fortune stable peut-il financer une telle propriété? L'argent provient en partie d'un crime. En 1989, Fourniret enlève une jeune femme pour s'emparer d'un héritage qu'il convoite. Il la séquestre, la manipule, puis la tue après avoir obtenu des informations bancaires. Une partie de cette somme servira à acheter le château. Aux yeux des voisins, Fourniret est banal. Travailleur intermittent, discret, bricoleur. Monique est timide, effacée, presque invisible. Mais derrière cette façade, le couple reprend son autre visage dès que les portes se ferment. Monique Olivier est aussi mère. Et cette réalité devient un outil. La présence d'un enfant rassure. Une voiture avec une poussette
ne suscite pas la méfiance. Une femme accompagnée paraît inoffensive. Plusieurs témoignages évoqueront cette mise en confiance facilitée par l'image familiale. L'innocence devient un camouflage. Ce détail change la lecture du duo. Il ne s'agit pas seulement d'un homme dominant et d'une femme influencée. Il s'agit d'une stratégie pensée, froide, assumée. Les sorties deviennent plus fréquentes. Il repère les trajets scolaires, les arrêts isolés, mémorise les habitudes des adolescentes. Fourniret devient méthodique, Monique attentive aux regards et aux hésitations. Ensemble, ils perfectionnent leur méthode. Certaines victimes seront approchées avec une promesse d'aide, un prétexte mécanique ou simplement une demande banale de renseignement. Rien d'extraordinaire, juste assez pour que la confiance bascule. Dans les villages, un malaise persiste. Des adolescentes racontent des voitures qui ralentissent, des questions trop insistantes, des visages étranges. Mais les détails manquent toujours pour déclencher une enquête solide. Pendant ce temps, le duo agit librement. Les gendarmes reconnaîtront plus tard que l'absence de centralisation des signalements dans différents départements a permis au duo d'échapper à toute détection pendant plusieurs années. Fourniret a trouvé sa clé, Monique. Sa présence féminine masque ses intentions et attire les proies. Leur plan est précis, répétitif, efficace. Ce qu'il ne pouvait faire seul, il le fait désormais à deux. Pour les années suivantes, leur tandem devient l'un des plus meurtriers de France et de Belgique. Une ombre, deux silences, une mécanique implacable. Les routes, les arrêts de bus, les clairières isolées n'appartiennent plus qu'à eux. Leurs crimes dureront plus de 20 ans, avec un nombre exact de victimes encore partiellement inconnu, faisant de cette affaire l'une des plus terrifiantes de l'histoire criminelle française. Ne manquez pas la deuxième partie de cet épisode qui sortira très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ou alors me laisser un avis. Cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.